Et c'est comme ça que Cuba a résisté à un blocus de 60 ans contre les États-Unis. Et ça grâce à Julian Assange, grâce à Dany Heraz et grâce à François Bégaudeau, et malgré les complots des États-Unis, de Macron et du libéralisme. Et si on arrive à faire la révolution avec les Gilets jaunes, ce sera vraiment une belle histoire à raconter aux enfants. Et si ce genre de contenu, ça te plaît, tu peux retrouver en description le lien pour le financement, pour qu'on puisse recruter des gens et faire des trucs encore plus ouf. Et on se revoit dans 2 jours pour une vidéo sur Wikileaks. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Un peu l'impression de faire un peu la même chose, de répéter certains trucs des fois, je sais pas. Bah, si tu veux, je t'aide sur celle-là. Ouais. Tu veux faire des petits bouts Ouais, allez. Ok, vas-y. Est-ce que tu connais les zapatistes? En gros, dans les années 90, il y a des Mexicains qui se sont vénères parce qu'il y a eu un traité de libre-échange qui a été signé entre le Mexique et devine qui, Johan? Bah, Cuba, évidemment. Essaye encore. Julian Assange. Non, les États-Unis et le Canada. Concrètement, le jour où l'accord a été acté, donc le 1er janvier 1994, l'armée nationale de libération zapatiste et des habitants du Chiapas, une région du Mexique, sont rentrés en guerre avec le gouvernement mexicain. Cet accord, c'était vraiment une mise à mort pour le peuple indigène, qui avait déjà plus rien à perdre en fait. Et plutôt que de se laisser faire, ils ont décidé de prendre le pouvoir, notamment de 5 grandes villes. Et le territoire fait aujourd'hui à peu près la taille de la Belgique. Ils ont entrepris une vraie lutte pour la dignité pour que les peuples indigènes récupèrent l'espace et le respect qui leur ont été ôtés par la colonisation et l'exploitation espagnole. Ils n'avaient pas le droit de s'exprimer librement, de s'organiser, de choisir le prix de leur production ou d'avoir accès à l'éducation, à la santé par exemple. Et ils ont réussi à créer une vision de ce à quoi une société alternative ressemblerait, avec un gouvernement qui tourne, autogéré, avec leur propre système éducatif, avec des coopératives qui ont permis à ces peuples de récupérer une autonomie financière, leur propre système administratif, leur propre système judiciaire bien plus juste. Une société dans laquelle les enfants, les femmes occupent une place importante, où les cultures mayas et indigènes sont célébrées et conservées, et où les normes de genre sont questionnées. C'est trop inspirant, genre ils ont réussi à entreprendre une révolution féministe, décoloniale et antipatriarcale quoi. Eh ben ils sont en France. Bon, c'était 177 personnes qui étaient attendues. Finalement, seulement 7 ont réussi à rejoindre le continent européen en voilier, pendant que plusieurs rassemblements en France s'organisent pour demander de laisser le reste de la délégation entamer un voyage qui veut parcourir les 5 continents, à la rencontre de celles qui luttent dans l'intérêt de la vie et de l'humanité contre le capitalisme. Un système exploiteur, patriarcal, pyramidal, raciste, voleur et criminel, comme on peut le lire sur leur déclaration pour la vie de janvier 2021. Et du coup, à Notre-Dame-des-Landes, ils ont organisé un rassemblement intergalactique pour accueillir les zapatistes. C'est un peu plus de gueule que nos internationales, quoi. 3 jours, dont 2 en non-mixité, pour les femmes, trans, inter et non-binaires de l'autre Europe, qui ont été animés par des projections, des débats, des jeux, des balades, des tables rondes, sur les résistances et les luttes territoriales, sur les manières de transformer radicalement notre monde. Mais c'est pas les seuls en Amérique latine à dire. En Amérique latine, mais surtout au Pérou, où tu as un type avec un énorme chapeau qui a été élu président. Ce grand chapeau, il appartient à Pedro Castillo, un ancien paysan qui a été élu président de justesse face à la fille d'un ancien président du Chili, condamné pour crimes contre l'humanité après avoir massacré des opposants, vendu son pays aux États-Unis, renforcé des inégalités et amorcé une dérive autoritaire. Après quelques embrouilles, il a officiellement été investi avec la présence notamment de Morales, l'ancien président de Bolivie. Comme tout bon révolutionnaire, la première chose qu'il a annoncée, c'est une réforme de la Constitution pour pérenniser sa victoire électorale. Ce qui est beau jeu vu que les anciens libéraux états-uniens ont fait de même pour assurer l'emprise du marché dans la société. Autre projet enclenché, la taxation des entreprises minières pour financer le programme éducatif et social qui a fait flipper certaines personnes. Comme au Mexique, l'arrivée au pouvoir de gens défendant l'intérêt des pauvres a mis en panique les bourgeois, ce que les Échos appellent gentiment le marché. Mais ce chantage est une vraie dépendance et un vrai frein à la socialisation de l'économie, et du coup on va voir jusqu'où le gouvernement péruvien va réussir à aller dans son plan. Mais dans tous les cas, ça reste quand même une belle victoire. Au Chili, l'Assemblée constituante révolutionnaire a été élue malgré les manœuvres de la bourgeoisie et cette assemblée vient d'élire sa présidente lors de son inauguration. Elle s'appelle Elisa Lacón. Elle arrive à incarner la volonté d'une révolution par l'Assemblée constituante mais aussi et surtout et encore aujourd'hui par la rue.
d'autant que l'Assemblée est largement en faveur d'un tel changement, donc il risque d'avoir de belles choses dans l'avenir. Autre information sympa, c'est la première Assemblée constituante paritaire, à tel point où ce sont des femmes qui ont dû céder des sièges pour assurer le ratio. Et ça notamment suite au grand mouvement féministe qui a eu lieu là-bas, qui a trouvé des moyens d'expression et de lutte qui sont très efficaces et assez stylés, et ça c'est la revue Déferlante qui en parle. Une nouvelle constitution pour abroger celle qui a été mise en place avec le coup d'État de Pinochet, qui avait été organisé à l'époque par la CIA, les États-Unis, etc., pour essayer de libéraliser un maximum un pays qui venait d'élire un président socialiste. Donc c'est pas Macron qui a inventé le libéralisme autoritaire, c'est juste que le capitalisme devient autoritaire dès qu'il y a quelques personnes qui le contestent. Et en bon gilet jaune, le mouvement chilien va donc répondre au problème des inégalités, de la véracité des fonds de pension états-uniens, du problème écologique et de la corruption avec une pensée constituante qui émane d'un mouvement social pluriel, créatif et conquérant et qui a poussé à chaque étape le pouvoir dans ses propres contradictions, cédant peu à peu du terrain jusqu'à cette belle victoire politique qu'est la constituante. Donc petit message aux défaitistes, à ceux qui pensent que rien n'est possible, à ceux qui ont perdu la flamme, et ben les gens, le Chili montre que c'est possible, ils montrent la voie et il ne faut pas oublier que ce qui a inspiré en partie le Chili, et ben c'est les gilets jaunes français. C'est fou, c'est comme si le travail militant il avait des conséquences quoi. Comme s'il n'y avait pas forcément des victoires et des défaites, mais juste une situation qui est en mouvement en permanence, qu'on influe comme ça de temps en temps, et qui nous permet à chaque instant d'espérer une évolution positive. C'est fou, hein, c'est comme si c'était ça quoi. Donc il y avait Cuba, il y avait le Venezuela, maintenant il y a le Mexique, la Bolivie, le Pérou, le Chili, et c'est autant de pays qui vont nous permettre plus tard de faire des coopérations au niveau diplomatique, mais aussi au niveau commercial, et de résister face à, pas forcément des embargos, mais au moins des sanctions économiques des États-Unis, si un jour, nous, on fait notre propre révolution. Et après avoir parlé de l'Amérique latine, on va se concentrer aujourd'hui en France avec le vaccin, le Covid, les taux de mortalité, la crise, la souffrance des gens. Lutte locale gagnée là. Tu veux pas parler des gens malheureux tous ensemble là? Non. Et on va parler du projet de construire un port de plaisance à Bretignolles qui vient d'être abandonné après 20 ans. Au nom de l'économie, pour créer de l'attractivité et de la richesse, c'est à coup de tractopelle qu'on aurait creusé et artificialisé les terres riches en biodiversité pour créer ce port. Pourtant, les locaux et opposants ont démontré que la richesse était ailleurs, dans l'auto-organisation pour la lutte contre un projet destructeur. Ils ont monté une asso qui, depuis le début, dépose des recours en justice et dénonce les magouilles, les coûts cachés du projet, mais qui manquaient en visibilité médiatique. Ils ont donc multiplié les actions sur le terrain pour contrer les travaux préparatoires. Et cette zone à défendre a vu ses premières occupations en octobre 2019. Depuis, il y a un max de gens qui sont très solidaires, des assos aussi, qui sont venus aider les locaux sur la ZAD de la Dune. Et après l'expulsion de la ZAD il y a un peu plus d'un an et la destruction des cabanes, assez choquante, les élus ont enfin voté l'abandon définitif du projet. Il n'y a plus qu'à sanctuariser le lieu en espace remarquable pour les locaux qui comptent bien protéger le lieu du capitalisme perfide. Et on va finir avec le traitement de la Macronie contre les journalistes indépendants et militants. On avait déjà parlé de Djemil qui a reçu une grenade de lacrymo en pleine tête lors d'une manifestation contre le pass sanitaire par une racaille en uniforme qui lui a balancé volontairement dessus parce qu'il était journaliste, parce que c'est pas la première fois que Djemil est menacé. Et dedans, il y a 3 nouvelles. Le fait qu'il va porter plainte, notamment grâce au SNJ, le syndicat national des journalistes. Le fait qu'il a probablement été victime de la nouvelle brigade de super CRS encore plus violent créée par Darmanin, et surtout que l'hôpital a désigné la cause du trauma crânien comme une chute de vélo. Non, vraiment, comme une chute de vélo. Et si on imagine mal un soignant mentir, on imagine facilement un préfet foutre la pression contre un hôpital pour faire en sorte de camoufler ce qui a été une attaque contre le journalisme. Sauf que maintenant on a les images en fait, et que du coup chaque mensonge ne fait que confirmer leur malhonnêteté, leur malveillance et le fait qu'ils se foutent constamment notre gueule quoi. Donc oui, Djemil s'est pris un truc dans la tête, mais en même temps, la République macroniste et tout ça, ils ont perdu du crédit aussi là-dedans. Et quand on sait que c'est ce système politico-judiciaire qui est capable de mettre 6 mois en prison un gars en fauteuil roulant pour une inscription mort aux vaches à la craie sur un mur, et ben on comprend un petit peu tout ce délire. La presse locale l'avait même désigné comme un black bloc, hein. C'est pour vous dire que ce gars-là devait être vachement dangereux avec sa craie. Parce que si on met un mec en fauteuil roulant en prison pour 6 mois juste pour avoir marqué un truc à la craie, c'est pas ouf, tu vois. Mais par contre, si on met un black bloc sur un fauteuil roulant qui a écrit un truc sur la craie, là, tout de suite, ça justifie. Ah là là, amis bourgeois, ça va être compliqué quand même de donner du crédit, de la légitimité à des journaux
tes journaux si tu fais de la merde comme ça. Et le média qui parle de toutes ces informations, c'est Nantes Révoltée, qui s'est fait censurer sur Facebook depuis pas mal de temps, comme Jimmy sur YouTube d'ailleurs, et qui sont surtout insignés en justice par le préfet pour un clip parodique sur les forces de l'ordre. D'où la question importante qu'il pose au préfet suite à la manif du 31. Après des attaques de l'extrême droite, après les violences policières et l'agression volontaire d'un journaliste par un taré en uniforme, est-ce que la préfecture va saisir la justice? Eh ben non, ça va pas arriver parce que les préfets sont nommés par Macron, que Macron est en pleine dérive autoritaire, ou enfin accomplie déjà, vu où on en est. Et du coup, ça va pas changer. Et notre seule arme pour l'instant qu'on a, c'est les médias indépendants, c'est les gens qui vont en manifestation prendre des images. Et du coup, félicitations à Jimmy, félicitations à Nantes Révoltée et à tous les copains qui font le taf. On a besoin de vous, vous le faites bien, tant mieux. D'ailleurs, Jimmy, il a besoin d'un peu de thunes pour l'avocat, vu que dans ce boulot, on est un peu dans une précarité permanente qui nous oblige à faire des cagnottes un peu partout dès qu'il y a un problème. Donc nous, on a un peu donné, et toi, si tu veux donner, je te mets évidemment le lien en description, ça permet de soutenir les copains. Et du coup, c'est là-dessus qu'on termine cette revue de presse, j'espère que ça vous a plu. On a fait ça assez vite pour se mettre dans des conditions à peu près de travail comme on serait en septembre. On va se roder bien comme il faut. On se retrouve pour plein de vidéos en août, plein de vidéos en septembre pour plein de trucs qui vont être super chouettes. Sur ce, des bisous. À la prochaine. Et il reste qu'une semaine à peu près pour le financement du Canard Réfractaire, et c'est notamment avec cet argent qu'on va pouvoir recruter Nina pour en faire une vraie youtubeuse comme on aime. Et du coup, si ça te plaît, je te mets évidemment le lien en description. Sur ce, des bisous.